si je n'ai pas un soutien franc et massif du peuple algérien, je considère qu'il doit être heureux dans sa médiocrité, et après tout, je ne suis pas chargé de faire son bonheur bien malgré lui. Le 7 juillet dernier, l'équipe nationale d'Algérie s'est qualifiée pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, en battant la Guinée 3-0. Cette victoire ajoute de l'espoir à un peuple en pleine révolution. Depuis le 22 février, chaque vendredi, des milliers d'Algériens descendent dans la rue pour réclamer plus de démocratie. Le mot d'ordre est clair, système dégage. Le 2 avril 2019, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, renonce à briguer un 5e mandat. Mais ce n'est pas suffisant pour les Algériens. Corruption, régime autoritaire, c'en est trop. Le peuple a fait sauter le verrou de la peur. Aujourd'hui, plus de la moitié des Algériens ont moins de 20 ans. Un jeune sur 3 est au chômage. Ils n'ont pas connu d'autre président qu'Abdelaziz Bouteflika. Cette jeunesse donne un second souffle à la mobilisation. Le mouvement ne s'estompe pas. Au contraire, les étudiants descendent dans la rue tous les mardis, depuis février. Nous sommes allés à la rencontre de Mehdi, étudiant en médecine. Gaïd Saleh, comme on dit chez nous, Dieu est ce qu'on appelle le coup d'État. Aujourd'hui, certes, c'est difficile de donner cette Algérie à cette jeunesse. C'est difficile parce qu'il y a une histoire qui va être écrite. Et je pense, à mon sens, qu'à 83 ans, il a 86 ans, je ne sais pas quel âge il a, je pense que ce n'est pas l'argent qui l'intéresse aujourd'hui. Ce n'est pas une politique à la Sisi, celui d'Égypte, qui l'intéresse. Parce que Sisi, qu'est-ce qu'il a fait un jour? Un vendredi, il a dit à tous les Égyptiens de sortir pour lui donner cette légitimité de prendre les rênes de ce pays. Gaïd Saleh ne l'a pas fait. Et je pense peut-être que Gaïd Saleh veut montrer aux Algériens que c'est comme ça qu'on doit établir notre pays. Après, on ne sait pas. Tu vois, après, c'est ça la dictature. On analyse que ce qu'on voit. Nous rejoignons Karima, étudiante en architecture et responsable du pôle presse à la faculté d'Alger 1er. Le 22 février, c'était tout le peuple qui s'était révolté, qui était sorti, etc. Et vu, on va dire, la responsabilité historique qu'a l'étudiant en Algérie, on s'était dit qu'il fallait bouger, que c'était l'occasion de bouger. Surtout, en fait, durant les années, au fil des années, on a remarqué la place de l'étudiant. Chaque établissement a ressenti le besoin de s'organiser en interne pour justement faire perdurer le mouvement. Parce qu'en fait, on savait qu'on s'était lancé dans un combat qui va quand même durer. Donc, pour donner un exemple, la fac centrale, on s'était dit, bon, ok, on va s'unir, on va unir les 4 départements, on va faire sortir des porte-paroles, etc., pour faire porter la parole des étudiants justement à l'extérieur. Les médias pro-pouvoir, on va dire, le média public, c'est un truc que personne ne croit. Les manifestations sont détournées, le but du Hirak est détourné, il n'y a rien de juste. Donc maintenant, au début, tout a commencé grâce aux réseaux sociaux. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça aurait peut-être été encore une fois une révolution de perdu, ou une occasion encore une fois de perdu, parce que des occasions comme ça, l'Algérie en a eu. On trouve encore un peu de difficulté à tirer la parole de chez les étudiants. Donc c'est pour ça qu'on provoque le débat, on provoque les conférences, on provoque les assemblées générales, etc.
terrain pour faire parler un maximum d'étudiants et avoir la possibilité de porter la parole de ces étudiants. Si c'est pas représentatif, en fait, rien n'a lieu d'être. Ni les porte-paroles, ni les représentants, ni les étudiants, ni les manifestations, rien du tout. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles. Par exemple, maintenant, parmi les choses qu'on a pu faire et qui sont quand même historiques, c'est d'arracher la place de l'étudiant dans la société civile. À Paris, la jeunesse algérienne se mobilise aussi. Elias, étudiant à la faculté de Lille, a accepté de s'exprimer sur les événements. Je serai présent, je serai toujours présent là pour défendre mon pays, pour défendre mes frères et sœurs algériennes et algériens, et que le combat continue, le système dégage. Parce que là aujourd'hui, on nous dit, enfin là j'ai 25 ans, durant ces 25 ans on me disait que voilà je suis un Algérien, je vis dans un pays démocratique. Alors que non, aujourd'hui on voit que le peuple sort, il revendique ses droits, il parle de ses problèmes, il veut vraiment détenir le pouvoir. 17 millions, vraiment des millions de gens qui sont sortis dans la rue. Là c'est pas une victoire mais pour moi c'est une indépendance. Okay. C'est la première indépendance, enfin, c'est la deuxième indépendance. Ouais. Une jeunesse pauvre dans un pays riche. En Algérie, la redistribution financière est presque inexistante. Alors que l'Algérie possède un PIB à hauteur de 214 milliards de dollars, derrière le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Les hydrocarbures sont une grande richesse pour l'Algérie. Le gaz et le pétrole représentent à eux seuls 95% des exportations. Mais environ 15% des recettes publiques ont été détournées en 20 ans. Près de 2 milliards d'euros envolés chaque année. Saïd Bouteflika, le frère d'Abdelaziz Bouteflika, surnommé Monsieur 15%, est aujourd'hui en prison. Depuis le retrait de Bouteflika, Ahmed Gaïd Salah, le chef d'état-major des armées, tient aujourd'hui les rênes du pouvoir. Salah a commencé dès le mois de mars une purge politique, en mettant derrière les barreaux les proches d'Abdelaziz Bouteflika. Aujourd'hui, les militaires détiennent le pouvoir. La libération passera par la négociation avec l'armée. Confine étudiante durant une assemblée générale. Plus de 4 mois après le début des manifestations, des craintes naissent. Un scénario à l'égyptienne de 2011 effraie les Algériens. L'enlisement guette cette révolution. Certains risques demeurent, notamment que la transition profite au courant islamo-conservateur, les fantômes de la décennie noire. Abdallah Djabala, président du parti Front pour la justice et le développement, attend ce moment depuis longtemps. Il s'est rapproché d'anciens membres du FIS, le Front islamique du salut, toujours interdit. Les islamistes sont bien à l'affût, ils sont dans l'attente, confie un manifestant le 5 juillet. Ancienne journaliste, nous rejoignons Safa dans sa maison de Sidi Yahya. People looked for the change, for a better life, for a better future. Some people called it a magical free day. Magical free day for me because every free day people go out. We can't be afraid, or we can be afraid from nothing or anything because the power of the people lies in the peace. We are a very rich country and everybody knows that, so we are looking for a better future, we hope that there is no more people in Algeria. We hope for a better life, and we'll be one of the development country, inshallah. Why not? This is what we are looking for. Nous rejoignons en centre-ville Khaled Drareni, correspondant pour TV5 Monde et Reporters sans frontières à Alger. J'ai commencé dans la presse écrite, puis je suis passé à la radio et à la télévision. Et actuellement, je dirige le média électronique Casbah Tribune, correspondant notamment de TV5 Monde et de Reporters sans frontières en Algérie. Depuis le 22 février à Alger, dans les principales villes du pays, nous vivons un mouvement de protestation exceptionnel. Chaque vendredi, une mobilisation qui parfois s'essouffle, parfois augmente, se réduit, mais le plus important, c'est que la mobilisation reste intacte et le noyau est toujours présent le vendredi. Le succès de ce mouvement, c'est d'abord, ça peut être considéré comme son succès, comme sa force et sa faiblesse, c'est qu'il n'y a pas de représentants. Et la force de ce mouvement, c'est qu'il vient de tout le monde. Des hommes, des femmes, des vieux, des enfants, des personnes de toutes les couches sociales, de toutes les orientations politiques. C'est ce qui a fait son succès. Le peuple ne fait pas confiance au système. Le peuple a raison de ne pas faire confiance au système, parce que le peuple sait très bien qu'il peut y avoir des décisions qui viennent juste pour le calmer, juste pour
gagner du temps. On s'attendait à ce que la liberté de la presse prenne un peu cette courbe de la liberté comme les Algériens l'ont prise devant la République. Ce n'est pas le cas, non. L'autocensure fait des ravages dans les médias publics et même privés, dans les médias audiovisuels aussi. Donc il y a des pressions qui se concentrent sur les journalistes et les médias indépendants, ceux qui ont décidé, des hommes, des femmes, des journaux électroniques, qui ont eu ce courage et qui ont décidé de ne pas suivre la vague et de rester indépendants. Non, franchement, les étudiants sont devenus un exemple de cette révolution. À l'opposé, certains veulent d'une Algérie moderne. Certaines militantes féministes, dont la porte-parole est Intisar Benjabella, veulent la suppression du code de la famille, rebaptisé code de l'infamie. Ils dénoncent ce statut de mineur à vie. La paix est forte. Le message des roses aussi, il est fort. Il ne faut pas avoir une arme pour avoir la liberté. Ce code de la famille a été instauré en 1984 par le FLN, puis revalidé par Bouteflika en 2005. Le code légalise la polygamie et impose la présence d'un tuteur à la femme pour se marier. Le chemin est encore long et incertain, mais la société civile s'organise. Des élections devraient avoir lieu dans les 12 mois. Le printemps algérien n'est qu'un début. C'est un cri d'espoir que pousse cette jeunesse.